De retour dans la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais en début d'émission, ce soir nous allons retourner sur l'affaire des grands frères, puisqu'il y a du nouveau, il y a de l'évolution. Et à cet effet, je reçois maître Lorenza Bourjac, avocate de Noël Daufour, qui est en compagnie de sa sœur Jessica Daufour. Bonsoir à vous. Bonsoir Harold. Alors, on a vu effectivement un tweet hier de monsieur Juan Branco qui disait effectivement que Noël Daufour avait été libéré. Comment ça s'est goupillé tout ça ? Puisqu'il y a beaucoup de demandes de libération qui ont été faites pendant les 2 ans et 9 mois qui sont passés. Et comment vous êtes arrivé finalement à obtenir cette libération ? Alors, il faut savoir au préalable que Noël Daufour, Didier Laurent et Jean-Luc Héron ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 21 mai 2024. Et nous avons interjeté appel. Tous les trois sont appelants dans cette affaire. L'affaire a été appelée le 10 septembre 2024 devant la Chambre des appels correctionnels à Basse-Terre. Et nous avons bien évidemment on avons sollicité un renvoi et il fallait avoir à plaider sur la mesure de sûreté, savoir si les personnes qui étaient présentées restaient en détention ou on les plaçait en liberté sous contrôle judiciaire. Contre toute attente, effectivement, c'est une très belle surprise. Première belle surprise, la Cour d'appel décide de placer monsieur Noël Daufour en liberté sous contrôle judiciaire. Je m'entretiens avec mon client parce qu'au préalable, il m'avait indiqué qu'il était hors de question que d'avoir à formuler des demandes de mise en liberté. Je dis peut-être que c'est un premier petit signe vert que nous avons. Peut-être qu'on devrait tenter des demandes de mise en liberté. Et cette fois-ci, les demandes de mise en liberté qui ont été formulées aussi bien par Juan Branco que par moi-même, puisque nous intervenons tous les deux, en tout cas pour l'affaire des grands frères, dans la défense de Noël Daufour, nous avons directement saisi la Chambre de l'instruction. Donc nous avons déposé effectivement ces demandes avec les pièces justificatives. Nous avons eu l'audience hier. J'ai été plaidée puisque Juan était retenu sur Paris et la Chambre de l'instruction a décidé de placer M. Noël Daufour en liberté sous contrôle judiciaire et en Guadeloupe pour les 2 affaires. Étant précisé que ses parents, que je salue d'ailleurs, surtout la maman aussi, et la sœur et la compagne, ont œuvré pour trouver aussi une adresse sur la Martinique, puisqu'on s'est dit qu'on allait vraiment tout verrouiller. Si l'adresse en Guadeloupe ne fonctionne pas avec le travail, parce qu'il y avait aussi une activité professionnelle en Guadeloupe en plus de l'hébergement, on va trouver aussi un hébergement sur la Martinique, étant précisé qu'il avait l'opportunité aussi de travailler sur la Martinique. Et nous avons été un peu plus loin, puisque j'avais demandé à Madame Nicolet, la mère de Monsieur Noël Daufour, de trouver aussi un cautionnement. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment tout verrouiller, c'est-à-dire sur quoi est-ce qu'on pourrait aujourd'hui nous dire non, qu'on refuse ces demandes de mise en liberté. Même sans le cautionnement et même en ayant cette adresse et cette activité professionnelle sur la Martinique, il a été placé en liberté sous contrôle judiciaire et retourné dans son île. On reviendra sur le timing, mais effectivement, vous l'avez rappelé, il y avait 2 affaires, puisqu'il y avait l'affaire des grands frères dans un premier temps, auquel le parquet est venu greffer une deuxième effectivement affaire, qui n'est pas vraiment en lien, apparemment. Et donc, ils choisissent effectivement de vous accorder la liberté maintenant. C'est une bonne nouvelle ou le timing est inquiétant d'une certaine façon? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par timing inquiétant. Parce que, pour en venir au fait, on est en plein embrasement effectivement au niveau social, que ce soit en Martinique ou ici en Guadeloupe, et on a cette libération qui survient. Alors, moi, je ne sais pas si la juridiction a fait ce lien, mais en tout cas, je sais que juridiquement, il était très difficile pour en tout cas très difficile juridiquement, que d'avoir à le maintenir encore en détention, ne serait-ce que pour l'affaire des grands frères. Et moi, quand on en discutait avec moi, c'est plutôt ce qu'on s'était dit, qu'on allait le placer en liberté sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'affaire des grands frères et le maintenir encore au chaud dans le cadre de l'autre affaire. Bon, pourquoi je dis que c'est à mon sens davantage juridique, puisque tout le monde le sait, aujourd'hui, on a eu les réquisitions la veille. Les réquisitions, c'est-à-dire, c'est le parquet qui donne son avis sur l'orientation que devrait avoir cette affaire pour être jugé. Et on avait déjà eu, je dirais, certains éléments, certains petits bouts de couloir du parquet lui-même en disant qu'il y a de fortes chances que ça soit correctionnalisé. Il arrivait à près de 3 ans de détention. Justement. Il arrivait après de 3 ans de détention, étant précisé qu'aujourd'hui, nous, avocats qui avons reçu les réquisitions, nous avons un délai de 10 jours pour pouvoir y répondre. Vous avez quand même 19 mises en examen. Donc, vous avez 19 avocats qui vont s'exprimer sur les mises en examen, en tout cas sur les réquisitions, et le juge d'instruction devra faire un peu la synthèse de tout ça et décider. On n'est pas à l'abri d'une nullité, on n'est pas à l'abri d'un appel de cette ordonnance, ce qui aurait rallongé d'autant, je dirais, l'ordonnance qui doit être rendue par le juge en instruction pour savoir quelle orientation de jugement qu'il donne à cette affaire. Donc ça allait prolonger d'autant sa détention provisoire, étant précisé que nous sommes en correctionnel. Donc je pense que juridiquement, il n'y avait pas forcément le choix.
En tout cas pour cette affaire-là. Pour la deuxième affaire, il faut savoir que M. Noël Dufour a été entendu la dernière fois par le juge d'instruction, si je ne dis pas de bêtises, en mars 2023. Nous sommes quand même en octobre 2024. Donc, on nous explique que la détention, c'est essentiellement pour avoir à préserver l'instruction qui est en cours, mais plus d'1 an, il reste encore au chaud et on ne l'interroge pas. Donc, c'est exactement, ce sont ces éléments qui ont été avancés devant la chambre de l'instruction et vraiment, encore une fois, cette chambre de l'instruction a décidé de le placer en liberté sous contrôle judiciaire pour les 2 affaires. Puisqu'on rappelle effectivement que techniquement, c'était 3 ans, il me semble que c'est 3 ans, effectivement, pour les plus graves affaires. Ça dépend effectivement des affaires. La détention provisoire peut être, surtout en matière criminelle, on peut aller jusqu'à 3 ans, effectivement, en fonction de la gravité et en fonction de l'évolution aussi de l'instruction. Alors, vous nous dites que effectivement il y a 19 prévenus, que le juge d'instruction devra donner... mise en examen. Mise en examen, que le juge d'instruction justement devra donner une direction à cette affaire. Donc il n'y a toujours pas de direction concrètement? Non, on a gardé des personnes pendant près de 3 ans incarcérées, mais il n'y a pas de... Non, alors, procéduralement, le parquet a donné son avis. C'est-à-dire ce n'est qu'un avis. Si c'est dans ses réquisitions, il considère aujourd'hui qu'au regard des infractions que lui considère qui devraient être jugées, d'accord, c'est mis en examen, certains sur les 19, alors en tout cas, dans ces réquisitions, sur les 19 mises en examen, il n'y en a que 10 qui sont renvoyées devant la juridiction. Donc il y en a 9, dont des personnes qui ont été détenues, et ça c'est quand même assez délicieux dans cette affaire. Vous avez quand même des personnes qui ont été détenues, d'accord, des personnes pour lesquelles on a formulé des demandes de mise en liberté, que ce soit au juge d'instruction et des appels devant la chambre d'instruction, on expliquait si ce n'était pas possible de les mettre en liberté parce qu'effectivement, il existait des indices graves ou concordants permettant de considérer qu'ils avaient participé à ces faits infractionnels. Pour, au final, d'accord, nous dire que non, le même parquet, c'est-à-dire que c'est le même regard juridique qui est porté pour nous dire non, en fin de compte, contre ces personnes, nous n'avons rien. Donc sur les 19, il y en a 10. Il y a déjà la moitié donc qui... Voilà, à peu près. Vous avez déjà 9 qui ne sont plus là, 9 contre lesquels on estime qu'il n'y a rien en fait. Qu'il n'y a rien. Donc c'est la même autorité poursuivante qui considérait que pour ces personnes qui ont été placées en détention, devaient y rester, ne devaient pas en sortir, d'accord. Et c'est ce même parquet qui nous dit aujourd'hui, tout compte fait contre ces personnes, nous n'avons rien. Passez votre chemin, il n'y a plus rien à voir. Alors, Jessica de Fourville, vous avez suivi cette affaire, vous avez épaulé effectivement votre frère pendant toute la procédure. Vous avez été aux audiences, vous avez pu entendre effectivement ce qui était retenu contre lui. On a eu des résumés, enfin on a eu des explications de votre part pendant toute la procédure, les 2 ans et 9 mois, assez régulièrement. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vous êtes un peu au bout du tunnel finalement? Après 991 jours et 4 jours de garde à vue, 995 jours, on crie notre vérité depuis 995 jours. Alors, il y a eu un super article aujourd'hui avec... finalement, il n'y a plus de bande organisée. Tout se défait comme ça s'est monté, aussi vite que ça s'est monté. C'est assez bizarre. Mais ça fait quand même 995 jours. Ça fait presque 3 ans quand même. Ouais, que je suis la sœur de O'Neill. La sœur de O'Neill, mais moi, c'est Dufour Jessica. Et Dufour Jessica, la sœur de O'Neill redevient la sœur de Noël. Et je pense que la personne qui peut mieux parler de Noël, c'est plus Dufour Jessica. C'est Noël Dufour. Donc je pense qu'on doit laisser Noël Dufour parler. Eh bien, on va aller droit au but. Bonsoir Noël Dufour. Comment tu vas, Harold? On fait aller, bien, merci. 2 ans et 9 mois, effectivement. Elle parle de plus de 900 jours d'incarcération. On l'a pas senti passer. Ça va. Ça va quand même? Tranquille. Garde la tête haute? Oui, toujours. Après, la prison, comme j'ai déjà dit, je répète, le plus dur, c'est pour la famille à l'extérieur. Moi, personnellement, je vais bien, je fais du sport, je m'instruis, je continue mes lectures et puis je mène ma vie. Et le plus dur, c'est pour la famille dehors. Parce qu'il y avait votre sœur, voilà, qui s'occupait de tout, il y a les sœur, enfants. maman, les enfants. J'ai un fils qui est parti faire ses études en métropole, qui est à Montpellier maintenant. Voilà. J'ai eu une petite fille malade, tout le monde le sait, donc c'est plus ça qui est embêtant, la vie à l'extérieur pour la famille, sans nous. Mais nous, en soi, bon, la détention, en tout cas pour moi, s'ils pensaient que ça allait m'affecter,
Vous pensez qu'on a essayé de vous briser psychologiquement? On m'a transféré en France à 4 heures de route de Paris, dans une prison, une campagne. J'étais à côté d'une usine à croquettes pour chiens. Ça veut dire que l'été, toute la prison embaume les croquettes pour chiens. J'étais avec un tas de terroristes, parce que j'étais dans un secteur où il y avait pas mal de cages, où j'étais à côté de gens qui étaient là pour terrorisme. C'est ça le truc, c'est que vous avez eu le traitement finalement. J'étais placé sous escorte 3 renforcée. C'est-à-dire durant toute ma détention, j'ai eu un régime de détention où il y a des activités que je ne pouvais pas faire. À Ducos, je ne pouvais pas aller sur un terrain de foot ou sur un terrain de footing parce que j'ai pas ils estimaient que j'avais les moyens de faire un hélicoptère se poser, me faire m'évader, etc. Donc on m'a mis dans une position où j'étais présenté comme un grand bandit jusqu'à maintenant. Bon, après, on a l'habitude. Après, comme je dis, quand il n'y a rien sur le fond, sur quoi on peut jouer, c'est la forme. Le cinéma qu'ils ont fait pour me transférer en France, avec appui aérien, hélicoptère. Mais justement, je veux qu'on revoie un petit peu la genèse, puisque il y a eu les mobilisations. Vous avez participé aux manifestations. Exactement. Il devait y avoir une réunion. Oui. Au sommet, justement, avec les autorités, avec les élus, un peu avec tout le monde, qui était programmée dans la semaine. Alors, on avait déjà fait quelques réunions. Mais la semaine de l'interpellation, puisque vous avez été interpellé, je crois, quelques jours avant. Un jour avant une réunion au sommet. C'est parce que la précédente réunion, on voulait nous parler d'emploi de la jeunesse, et nous, on a dit il me semble, à M. Chalus, président de région, on lui a dit... on ne peut pas nous parler d'emploi sans qu'il y ait les chambres consulaires. On voulait voir le président de la CCI, on voulait voir le président de la chambre d'agriculture, on voulait voir tout le monde. Si on veut parler d'emploi, ce n'est pas le président de région qui va venir nous parler d'emploi. Comme il a voulu le faire. Après, c'est peut-être parti d'une bonne intention, mais en tout cas, on lui a expliqué qu'il fallait qu'il ramène les bonnes personnes. Donc suite à ça, il a programmé une réunion le mardi. Et on se fait arrêter le lundi. Le 17. Voilà. Parce que la réunion était prévue pour le 18. Voilà. Et on s'est fait arrêter juste avant la réunion. Donc vous vous attendiez pas du tout à ça, en fait? Non, du tout pas. Moi je m'attendais à aller en réunion le mardi, là où on se rejoignait d'habitude, au Rézé, à l'antenne régionale. Voilà. Et non, ça se passe pas du tout comme ça? Non, ça se passe pas du tout comme ça. On m'arrête, on me dit... faut savoir que j'étais sous écoute téléphonique. Et lors d'une écoute avec le parrain de mon fils, où j'étais en appel normal, et je lui disais, justement, puisque c'est un ami à moi qui a une société, et je lui disais qu'on va parler d'emploi de la jeunesse. Et qu'on a une réunion prévue le mardi, notamment avec le président de la CCI, et je lui dis, c'est très bien, puisque c'est toujours, je crois que c'est toujours le président de la CCI, c'est M. Vial-Collet. Oui. Et je lui dis, c'est très bien, puisque je vais profiter pour m'adresser à M. Vial-Collet, puisque à l'époque, on était à l'époque Covid, où ce monsieur s'était permis de faire avec l'entête de la CCI, il s'était permis de faire un gros courrier adressé au président, à tout le monde, pour se plaindre d'une confrère à vous sur Guadeloupe Première qui avait fait un reportage sur les effets néfastes de la vaccination. Exactement. Et je dis à mon ami... c'est très bien que je le vois, je profitais pour lui toucher deux mots et lui demander pour qui il se prend en fait. Et les enquêteurs me posent des questions. Mais vous comptez lui faire quoi, monsieur Vial-Collet? Donc en gros, on nous arrête le lundi, notamment parce qu'ils pensaient que j'allais, je sais pas, faire quoi, monsieur Vial-Collet. Il y a tout ça, il y a un tas de trucs. On n'avait pas, oui, on n'avait pas ces éléments. Ok. Oui, il y a tout ça. Donc il y avait... toute la partie écoute, oui. On s'en est rendu compte, je crois même qu'il y a eu du clonage de téléphone. Oui. Ils ont cloné vos téléphones. Exactement. Il y a un jour où je vais à Milénis et il y a une équipe de policiers en civil qui s'arrêtent devant moi et qui me disent oui, monsieur, votre voiture, elle est en délit de fuite pour accident de la route. Et du coup, moi, je dis, regardez mon véhicule, il n'y a rien, il n'y a aucune trace. Ils me disent, ouais, mais ça ne vous dérange pas de nous suivre au poste pour qu'on puisse vérifier s'il n'y a pas une doublette sur votre véhicule. Donc doublette, entendu, quelqu'un aurait fait la même plaque que moi, même voiture. Je les suis, ils me font laisser mon véhicule sur le parking de Milénis. Je les suis, j'arrive au poste de police,
Ils me disent, bon, vous n'êtes pas placé en garde à vue, mais est-ce que ça ne vous dérange pas de déposer votre sacoche en garde à vue pour qu'on puisse vous emmener voir le collègue? Donc je dépose la clé de ma voiture, téléphone, etc., en garde à vue. Et je monte voir ce fameux collègue qui est spécialisé dans les délits de la route, effectivement. Et il me dit, oui, à Villeparisis, il y a un véhicule qui a fait des accidents, des délits de fuite. Je lui dis, ah bon, ben, moi, ma voiture, elle est en Guadeloupe, donc c'est impossible que ma voiture puisse traverser l'océan comme ça. Et il me dit, bon, ben, il y a peut-être une doublette, mais vous inquiétez pas, monsieur très gentil, je vais vous faire un papier au cas où si vous avez des amendes, puisque vous risquez d'avoir des amendes avec quelqu'un avec la même plaque que vous. Donc il me dit, attendez, j'arrive pas à imprimer, je vais imprimer le document. Mais en fait, pendant que ces messieurs étaient dans ce cinéma, une équipe était en train de prendre mon téléphone que j'avais laissé en garde à vue pour cloner mon téléphone portable. Parce qu'ils avaient toutes les informations, ils pouvaient recueillir toutes les informations que ça vous veut dire receviez. qu'à partir du moment où je recevais un message ou peu importe, photo, vidéo, n'importe quoi, ils recevaient en même temps en fait. Ils avaient un clone de mon téléphone. Parce qu'il vous a été reproché beaucoup de choses que vous avez dit justement par téléphone, dont notamment vous appelez des gens soldats. Ça m'a un peu choqué justement à l'audience. On vous reprochait d'avoir appelé des gens soldats, donc vous étiez dans une préparation militaire. C'est bêtises sans nom, c'est des bêtises. Je viens de Martinique, ils s'appellent tous mafia. C'est pas la mafia. Hein. Mais en tout cas, vous étiez donc déjà pisté depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Plusieurs mois. Ils avaient déjà tous vos déplacements. Tout ça s'est ressorti. Oui, ils ont réussi à nous dire on vous a vu rassembler en train de discuter, donc ça, c'est des réunions préparatoires à des crimes. Parce que concrètement, est-ce qu'il y a des éléments? Est-ce qu'ils ont Non, ça veut dire éléments? qu'ils étaient planqués, je sais pas où, ils nous voyaient rassembler, mais avec les autres frères qui sont dans l'affaire avec moi, ben, on était en train de s'organiser, préparer les réunions pour lesquelles on était invités, pour ne pas arriver, voilà, on s'accordait sur comment on allait discuter avec ces élus. Et de ces réunions qui se font sur des parkings, où on se rencontre un peu, voilà, c'est vite fait, de ces réunions, ben, ils ont décidé que c'était des réunions préparatoires pour des méfaits quelconques. Comment dit notamment l'incendie du SPIP à Grand Camp? Ah non, mais ça c'est des bêtises. Mais attends, il y a un truc qui est très logique. Je suis présenté comme un chef de gang. D'accord? En tant que chef de gang, j'ai beaucoup d'amis en prison. D'accord, qui dépendent notamment du SPIP ou qui ont besoin du SPIP pour prétendre à une libération. Donc, est-ce que je suis assez abruti pour demander de brûler le SPIP? C'est des questions que je leur ai posées. Hein. Je leur ai dit, mais en fait, tout le temps, vous dites que je suis intelligent, et à aucun moment, vous vous dites, mais non, il n'aurait jamais fait ça. Mais ils ont perdu. Après... Mais ils ont eu quelques preuves matérielles sur ça? Rien. Ce qu'ils ont eu concernant le SPIP et ce qu'ils considèrent comme étant une réunion préparatoire, c'est qu'il y a eu effectivement un attroupement au niveau du Carrefour Market de Grand Camp. D'accord ? Et ils ont considéré que cette réunion au niveau du Carrefour Market de Grand Camp était la réunion préparatoire aux événements qui allaient se passer dans la nuit du 26 au 27 novembre. C'est-à-dire l'incendie de la concession Auto-Guadeloupe et ensuite, par contagion, le SPIP. C'est tout. Et ils ont eu aussi, il faut quand même le dire, hein, un appel anonyme, en tout cas c'est ce qui est dit dans la procédure, un appel anonyme qui dit que de la réunion qu'ils ont eue sur le parking de Carrefour Market, ils se sont retrouvés ensuite à la rue Georges Évremont à Bergevin pour avoir une autre réunion. Sauf que pour nous qui sommes guadeloupéens et qui connaissons, je dirais, la géographie des lieux, il est bête, il est très bête Noël Dufour, il n'y a pas de difficulté sur ça, il nous l'a démontré. Donc il a l'intention d'avoir à brûler, en tout cas encourager l'incendie sur je dirais la concession Auto-Guadeloupe et ensuite sur le SPIP, et il fait la réunion à Carrefour Market. Et on le voit un moment sur une photo où sa main est dirigée sur le pont de la Gabarre.
Alors, c'est vrai que la Guadeloupe n'est qu'une île, mais entre Carrefour Market et le pont de la Gaba et le Carrefour Market Grand Camp et SPIP, il y a quand même une différence. Vous avez tout un tas de bâtiments, vous avez tout un tas de choses qui bloquent, qui ne permettent pas d'avoir à visionner le SPIP et la concession de Guadeloupe, comme on peut voir le pont de la Gaba au niveau je dirais, du parking du Carrefour Market. De ces éléments, ils ont considéré effectivement que cette réunion, en tout cas, ces personnes qui étaient présentes, préparaient l'incendie d'Auto-Guadeloupe et du SPIP. Alors que, lorsque le directeur commercial d'Auto-Guadeloupe est entendu, il dit aux enquêteurs que sur TikTok, il a vu une vidéo passer où une jeune femme appelait à l'incendie d'Auto-Guadeloupe. Rien. Oui, mais il faut préciser quand même, personne peut voir peut-être, mais lui, comme il a une aura aussi exceptionnelle, tu t'es peut-être envolé. Parce que c'est la dernière fois qu'il est allé, le GLD, la procureure a dit, mais avec son aura exceptionnelle. Une aura exceptionnelle que j'arrivais à faire à des gens qui ne voulaient pas faire certaines choses. Donc il doit rester en prison. Donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas que je sorte. D'accord, donc comme vous avez une influence, vous pouvez posséder les gens. L'influence, c'est ça, c'est pour ça qu'on m'a fait quitter le territoire, hein, parce que je choisis des gens qui étaient trop influents. On a été écroué le 21 janvier. 2022, tout à fait. Le 23, il y avait déjà une lettre de la préfecture pour demander à ce qu'on quitte le territoire. Il parlait de menaces que vous représentiez à l'intérieur de la prison, qu'il pourrait y avoir des exactions. Oui, j'ai même vu un article de France Antilles qui disait qu'il soupçonnait que je faisais des pressions sur la famille du personnel pénitentiaire. Ouais. Mais c'est pas les échos on parlait de Basse-Terre quand vous avez été. Quand j'étais à Basse-Terre, il disait que. On n'a pas eu ces échos-là. C'est plutôt que vous étiez dans des travaux justement avec les autres détenus. Oui, non. Il disait non. Moi, je parle d'un article de France Antilles où j'ai vu qui disait, je sais pas où ils ont pris ça. Après, ils répètent ce que leur dit le parquet ou je sais pas. Non, il disait que je pouvais faire des pressions sur la famille, même pas sur le personnel directement, sur la famille du personnel pénitentiaire. Non, mais moi, les retours que j'ai eus, c'était plus que vous travailliez justement avec eux pour mettre en place des ateliers justement avec les détenus. Des ateliers d'écriture, etc. Oui. Ouais. Finalement, il y a une différence. Mais ils aiment bien jouer sur les nuances. J'ai été condamné pour une possession d'armes. Quelle arme en question? Une arme de défense. Non, mais là où je voulais en venir, c'est quand ils jouent sur les mots, c'est que j'ai été condamné pour une possession d'armes. La proc arrive à dire ce monsieur a été condamné pour trafic d'armes. Donc il y a une différence entre posséder une arme et vendre des armes. Et ils font exprès de faire ces amalgames quand ils font leur discours devant les juges. Pour grossir, Après, des fois, moi, j'avoue, je me suis peut-être emporté ou j'ai été très arrogant pour répondre à ces procureurs qui disaient n'importe quoi. J'oubliais qu'ils se jouaient ma liberté ou quoi, puisque il fallait que je réponde. C'est vrai que vous n'avez pas adopté le même comportement que les autres détenus. Je ne peux pas laisser les gens parler comme ça. Voilà, il y a une façon... Là, j'ai été libéré sous certaines conditions. D'ailleurs, là... Il faut surveiller l'heure, ouais. Je dois être chez moi à 20h. À 20h. Ok. C'est-à-dire, je ne dois pas être dehors de 20h à 5h du matin, je suis obligé d'être chez moi. Mais la juge a dit, et elle a insisté, vous n'avez pas le droit d'être sur aucune manifestation que ce soit, même si c'est pour la biodiversité. Ouais. Vous êtes ça comme ça? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Donc même pour une bonne cause, négatif. Ouais, voilà, en gros, n'essaie même pas. Et vous n'avez pas le droit aussi de rentrer en contact avec les autres? C'est leur but, en vrai. En réalité, quand ils voient des gens s'organiser, qui veulent œuvrer de façon positive et que ça ne va pas dans leur sens, c'est comme ça qu'ils cassent, et le fait de la connexion qu'il y a entre nous, donc le fait de ne pas pouvoir se voir, et le fait de l'engagement qu'on peut avoir, que ce soit politique ou en termes de militantisme, le fait de ne pas pouvoir manifester ou quoi que ce soit, ben voilà, on vous éteint, on vous dit taisez-vous maintenant, vous rentrez chez vous, mais on ne veut plus vous voir. Voilà. Surtout que vous ne savez pas pendant combien de temps. Parce qu'il y a pas... Ça va durer le temps qu'il y a un procès, s'il y a procès ou pas.
sait C'est pas. ça, c'est la grande question qu'on se pose. Va-t-il y avoir procès ou non? Je sais Bah, il y pas. en aura un. En tout cas, le parquet a sollicité que 10 personnes soient envoyées devant le tribunal correctionnel. Donc, on sait déjà que de ce côté-là, pour le parquet, il y aura, et on n'aura pas de surprise. Le juge va suivre civilement. Ça a toujours été le cas dès le début de cette procédure. Bien sûr. Les magistrats ont toujours suivi. Les magistrats concernant ce dossier particulièrement ont toujours suivi civilement. Donc, on n'aura pas de surprise à se dire, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas dans une cour criminelle ou une cour d'assises. Donc, c'est la bonne nouvelle que nous avons, mais c'est sûr qu'on va au moins s'orienter, ne serait-ce que pour Noël Dufour et Didier Laurent, vers un tribunal correctionnel. Ouais. Ils ne vont Après- pas ainsi perdre la face, c'est impossible. Jamais. Et ils vont vouloir nous donner des peines à hauteur de ce qu'on... Soit à hauteur de ce qu'on a déjà effectué, soit un peu plus pour ne pas avoir... En faisant pour équilibrer un peu la balance, comme ça. Voilà, comme ça, on vous On doit vous doit rien. rien. Voilà. Notamment, moi, j'ai eu un traitement particulier. Moi, je suis le seul à qui ils ont pris les véhicules. C'est-à-dire que je suis le seul. Vous avez saisi de véhicule. Saisie de véhicule. Je sais pas pourquoi. On n'est pas dans une affaire de stup, on n'est pas dans une affaire de... Ils ont saisi mes véhicules. Et quand j'ai posé la question à un des enquêteurs, on est plusieurs, pourquoi on prend mon véhicule? Il m'a dit, ouais, mais on va pas prendre des épaves. Considérant que les véhicules des autres n'intéressaient pas, il y avait que mes véhicules qui les intéressaient. Et le pire, c'est que je ne suis ni condamné pour l'instant dans quoi que ce soit. J'ai pas encore... les saisies ne sont pas... comment on dit, maître... Alors, je crois que ça a été attribué à la Grasque déjà, les ouais. véhicules. Enfin, vous parliez de la confiscation? Voilà, la confiscation. Mais le juge a décidé que les policiers pouvaient bénéficier de mon véhicule et ils roulent avec depuis près de 3 ans. Ouais, on l'a croisé. Hein. Mon véhicule Mais roule. ça, c'est les politiques justement qui sont déployées dans le cas de trafic de stupéfiants, par Mais exemple. on n'a pas pris ma voiture dans un cadre de trafic de stupes. Oui, on est d'accord là-dessus. Voilà. Mais c'est normalement dans ce cadre-là Voilà. que les Eh ben, autorités peuvent saisir les ils- véhicules et s'en servir. Tout ça, c'était fait pour m'énerver, en fait. Moi, je pense que c'était fait pour... Donc, ils roulent avec votre voiture. Ben, bien sûr. Ce qui est assez marrant, c'est pas trop loin de chez lui. Ben ouais. Donc là où on peut voir, et pas trop loin. Ben, bien Et sûr, c'est tout assez avec marrant mon parce que véhicule. même mes filles disent maman, mais on dirait que c'est la voiture de tonton qui passe dans le quartier. Ben, bien sûr. Enfin, on a l'impression que, et en fait, on a réalisé après que c'était vraiment ça. Mais là où, juste préciser, mon frère, ou alors tu me l'as caché pendant très longtemps. Moi, je connais mon frère comptable, quoi. Donc, je connais pas mon frère médiateur ou militant, qui était militant, et activiste encore moins. Et je tiens à dire aussi que, et tous ceux qui les ont appelés, parce qu'ils se sont pas retrouvés comme ça là, ce ne sont pas des militants ou des activistes. On a fait d'eux cela parce que ça arrangeait certains. Mais je tiens à rappeler quand même que tous, et moi j'avais à cœur que tout le monde rentre à la maison, et même si mon frère était déjà rentré, j'aurais acté pour que les autres rentrent. Ce sont des pères de famille, c'est des gens qui avaient une vie, quoi. Qui avaient une vie, qui travaillaient, qui n'étaient pas militants, qui n'allaient pas, qui n'organisaient pas des marches, qui défilaient et tout. Après, aujourd'hui, oui, quand je cherche, je disais ça ce matin à Mène Bourjac, quand on regarde le dictionnaire, je suis obligé d'admettre que même moi, finalement, le fait de défendre sa vérité ou la vérité d'un peuple ou d'une nation, ben, ça fait de vous, quand vous défendez comme ils ont défendu, ben, ça fait forcément de vous, et même de moi, malheureusement, aujourd'hui, une militante, et à partir de ce moment-là, et un militant, et à partir de ce moment-là, on est vu différemment. Mais est-ce que c'est pas une façon de castrer et d'empêcher justement cette évolution qui nous manque tant? Je pense que moi, je le dis toujours, c'est que mon frère n'avait pas besoin d'argent, il travaillait, il travaille, il est comptable de métier, et d'ailleurs il a dit, comme si les gens n'avaient pas vu les vidéos, il a repris quand on a parlé de ligne budgétaire, c'est lui qui a repris Monsieur Servant en disant mais je suis comptable comme toi, donc tu peux pas me dire une somme que tu vas la sortir comme ça. Donc ce sont des gens intelligents qu'ils ont en face d'eux, et je pense que c'est ça qui dérange un système, et j'ai hâte d'être à la fin. Moi je dis que c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, et moi je veux voir la fin, je suis curieuse de voir la fin, je suis curieuse de voir s'il y a un procès face à nous tous, parce que il y a des garçons mais aussi des familles, il y a
il y a trop de choses qui se sont jouées. Des avocats se sont investis. Moi, je suis curieuse de voir la suite. Parce que des militants guadeloupéens, on en connaît. Pourtant, ils n'ont pas été traités de la sorte. Et ceux qui ne sont pas militants, mais qu'on dit, ouais, militants, ils ont fait... Et 382... Mais ça a été un peu, il y a une répartition un peu compte tenu des profils. C'est vrai qu'il y a eu les grands frères qui n'étaient pas ni syndicats, ni en association, ni quoi que ce soit. Ça n'existait pas. Voilà. Le terme a été inventé par... C'est ça, maître. C'est le procureur. Ils nous ont appelés comme ça. Ils ont appelé, c'est pas eux, ça vient pas d'eux. Ça donnait déjà une coloration. C'est ça. Ça donnait déjà une coloration. Et M. Dufour l'a rappelé tout à l'heure, on les a appelés. On leur a demandé de pour ceux qui n'ont venir. pas la genèse, Non, mais effectivement. c'est ce qui est important quand même. C'est-à-dire que ce sont des gens qui avaient leur vie, qui avaient leur activité, et ce sont des personnes que l'on a appelées. C'est-à-dire que la société civile est venue les chercher. On a appelé les personnes dirigeantes, entre guillemets, de cette île, ont appelé ces personnes que l'on savait qui pouvaient calmer la rue. Et c'est à ces mêmes personnes aujourd'hui qu'on reproche d'avoir mis le feu à cette rue, alors que ce n'est pas vrai. Parce que c'est vrai qu'on a eu le témoignage de Didier Laurent qui parlait effectivement de votre collaboration, mais qui était une collaboration dans le cadre des émeutes pour arriver à canaliser un peu l'énervement et éviter qu'il y ait des forces de l'ordre qui soient blessées lors des interventions. Parce que après, moi, je suis pas... Il y a des forces de l'ordre, c'est des humains comme nous, c'est des Guadeloupéens comme nous notamment. Après, bien sûr, quand j'entends des CRS 8 arriver... je ne prends pas de la même façon. Mais c'est des pères de famille qui rentrent chez eux comme nous. Sauf que, après, comme Jessica disait, on est des pères de famille, on était des gens avec une situation, mais l'ennemi, je dis bien l'ennemi auquel on fait face, s'en fiche de savoir que tel a une situation, il s'en fiche. Il veut nous briser, il veut nous détruire. On n'est pas dans des règles où il n'y a pas de pouce, il n'y a pas de... Ah non, mais lui, il est gentil. Non, il s'en fiche. On est dans leur système, ils vont nous broyer. On essaie de résister comme on peut, en fait, c'est tout. Donc il y a eu cette phase, justement, de résistance. Donc, comme Maître Bourjac l'a dit, on est venu vous chercher pour j'ai refusé faire de la médiation. au début. Au début, j'ai refusé. Mais pour beaucoup d'entre vous, en fait, vous étiez vous n'étiez pas tout à fait rassuré. J'ai refusé au début. Au début, qu'on m'a appelé, on m'a dit oui, il fallait aller voir le président d'association des maires, Monsieur Sapoti, etc. J'ai refusé. Je disais pourquoi. Il y a même un moment où Bwana, effectivement, avait dit, quand on vous a demandé de préparer justement des projets d'insertion et consorts, à un moment, Bwana, justement, j'avais eu l'écho qu'il avait dit que il y avait un risque qu'on se serve de vos profils contre vous. C'est ce qui se passait. Mais ça, il l'avait dit bien avant les interpellations, par contre. Mais attention, mais des profils, quels profils? Des profils que eux ont fantasmé. Puisque parler de chef de gang par-ci, chef de gang par-là, donc on parle de Bwana, on parle de moi, alors qu'on est deux personnes qui ont toujours essayé de pacifier, justement, ce phénomène. Donc, peut-être que comme on a le pouvoir de pacifier, forcément, ils pensent qu'on a le pouvoir inverse. Voilà. Après, bon, je leur en veux pas. Ils peuvent se poser la question. Sauf que, voilà. Vous avez le sentiment d'être réellement un bouc émissaire dans cette affaire? Pas un bouc émissaire. Il y a une révolte populaire, une révolte de tout le monde, de tout le monde, en fait, de la population. Et ils voulaient punir des gens. Et on était là. Ils nous ont vus assis autour d'une table en train de parlementer avec président de région, député. On était là. Ils se sont dit, mais attends, mais c'est quoi ces profils déjà? Ah ouais, lui c'est lui, lui c'est lui. Allez, c'est bon. Ça va être eux. Ça va être eux. C'est tout. Parce qu'il faut punir des gens pour ce qui s'est passé. Parce que pendant un moment, tous les yeux étaient braqués sur la Guadeloupe. Dans ce truc de résistance contre... Oui, beaucoup avaient le sentiment qu'il fallait faire des exemples. Mais bien sûr. Et qu'il y a eu un traitement assez particulier quand même, puisque quand il y a eu les escortes de prison, les transferts... J'ai un frère à moi qui m'a dit, mais... ils t'ont gardé, mais en vrai, ils te gardent pourquoi? C'est un trophée, en fait, pour eux. Tu vois,
Et quand il m'a dit ça, j'ai rigolé. Je me suis dit, mais en vrai, ouais, en fait, il me garde là, reste là, attends, pars. Ah, finalement, moi, tu restes. Tu peux pas aller en. Alors, tu peux pas aller en Martinique. Tu peux pas aller en Martinique, puisque, attention, Dupond-Moretti, l'ex-ministre de la Justice, a fait un courrier à mon avocat Juan Branco pour expliquer pourquoi j'avais ce traitement. Donc, il a décidé que j'étais quelqu'un avec des gens, j'ai des réseaux dans les prisons d'Île-de-France où ils ne pouvaient pas me laisser. Ils ne pouvaient pas me laisser en Guadeloupe parce que j'étais trop influent. Ils ne pouvaient pas me laisser en Île-de-France, c'est pour ça qu'il m'a mis à Moulins-Isère. Ils ne pouvaient pas m'envoyer en Martinique parce que j'avais aussi ces mêmes réseaux. Et subitement, un jour, un samedi à 18h, on m'amène 3 cartons, on me dit préparez vos pactages, on vient vous extraire dans la nuit. Et à 3h du matin, j'ai des gens qui débarquent dans ma cellule pour m'extraire justement, sans savoir où je vais. Et c'est arrivé à Orly, qui me disent monsieur, on va en Martinique. Alors que ce monsieur Dupond-Moretti expliquait que j'avais des réseaux qui ne pouvaient pas m'envoyer en Martinique. Subitement, je pouvais aller en Martinique. Donc ils ont fait une histoire où je ne connais pas Dupond-Moretti, je ne sais pas où il prend toutes ces informations qu'il a écrites sur moi. Ça fait 2 pages son truc. Je ne sais même pas si Maître Bourjac l'a déjà lu. Là. Où il parle de moi comme s'il me connaissait en fait. Oui, monsieur Daufour, mais vous inquiétez pas, je me suis renseigné, il a eu la visite de sa femme, genre il s'est renseigné. C'est pas signé ministère de la Justice, c'est signé par lui, Dupond-Moretti. C'est ça qui était le plus... Ça vous pousse encore plus à penser justement à cette détention qui était purement politique, certainement? Mais bien sûr. Chez moi, chez moi, ils m'ont pris quoi? Ils m'ont pris des livres. Entendu un livre de Camille Seba? Ouais, et un livre de Pascal... un livre qui parle justement de l'argent public dépensé, des postes inutiles en tant que sénateur. Et Pasquet, il s'appelle. Comment ça s'appelle? Pilleur d'État. Voilà. Donc 2 livres? 2 livres, Pilleur d'État et Obscure époque de Kémy Seba. Et ça, ils ont gardé ça? Ils ont gardé ça sous scellé. Ouais, toujours sous scellé. C'est les preuves contre vous? Oui. La tablette de Sassou. Ouais. T'avais peut-être des choses dans la tablette de Sassou. Bon, on va pas le... Mais peut-être. Non, mais c'est... Ils ont gardé les véhicules. Donc, bah... C'est dingue quand même. Ça, moi ça me... Bon. Ça pourrait presque être drôle, mais j'aime pas, j'avais déjà dit, parce que lui, des fois, il peut être prétentieux. Mais lui, il a senti dès le départ, le 21 juin, je peux pas rentrer le 21 quand ils sont au tribunal. Et c'est là, quand maman, elle sort, elle dit, mais tu lui as dit, je sais pas si tu te rappelles, il a dit, maman, de toute façon, je vais partir pour un moment, c'est politique. Tu lui as dit. Bien sûr. Lui, il a compris tout de suite. Dès le 21 janvier, le vendredi 21 janvier, il a... J'ai fait 96 heures de garde à vue. Oui, et vous n'avez pas assisté à votre audience. Vous étiez à Basse-Terre, c'était juste à côté, mais vous n'avez pas assisté à votre audience. Vous étiez en visio, je crois, non? Oui, en visio. Vous étiez en visio. En cours d'appel, ouais. Ils voulaient pas que je sorte parce qu'il n'y avait pas d'effectif ou je sais pas quoi. Oui, ils ne pouvaient pas vous transférer donc de alors qu'il n'y a même pas besoin de prendre de véhicule, il y a juste à traverser une courette, ils ouvrent un petit portail. Là, si vous parlez de l'audience qu'on a eue devant la chambre de l'instruction le 4 février 2022, c'était pour des raisons de sécurité. C'était pour des raisons de sécurité qu'on ne les a pas extraits. C'est tout. On nous a expliqué aujourd'hui que pour le calme et pour la sérénité de l'audience, on ne pouvait pas avoir à les extraire. C'est la raison pour laquelle, un à un, tous ceux qui avaient interjeté appel des décisions de placement en détention, un à un ont comparu par visioconférence. C'est ce qui nous a été servi. Et si vous me permettez juste de rajouter à la question qui a été posée sur le caractère politique et le fait qu'on veuille faire des exemples, on n'a pas simplement voulu faire des exemples. On a voulu, à travers ces exemples, dire aux autres, n'essayez même pas. C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est une espèce je dirais, de système que l'on connaissait déjà avant, le nègre des champs. Pour pouvoir faire l'exemple, on le pendait, on le flagellait. Mais depuis les incidents, il y a beaucoup qui disent qu'ils ne retourneront pas. Mais aujourd'hui, la pendaison ne peut plus utiliser la pendaison, on ne peut plus utiliser le fouet, mais on peut utiliser d'autres techniques. Donc, si vous voulez, dans le schéma de pensée, ça n'a pas changé. C'est plutôt plus moderne aujourd'hui, mais ça n'a pas du tout changé. J'ai eu des personnes qui m'ont appelé, des médiateurs aussi, de la Martinique, même certains de la Guadeloupe, qui soutenaient la cause, mais qui m'ont dit que jamais ils ne vont oser parler. Jamais, même s'ils comprennent, ils sont particulièrement surpris, surtout pour monsieur Dumini, Dibouana, qui était essentiellement dans ce milieu-là, dit que
ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe, ça ne correspond pas du tout à son profil, mais jamais ne vont oser dire quoi que ce soit. On a maintenu la population dans une espèce de peur, et c'est ce qu'on continue à faire. On a Vous même des imaginez- députés qui reçoivent des pressions, qui nous expliquent dans des meetings qu'ils ont reçu des pressions. Olivier Servat, pour ne pas le Voilà. nommer. Effectivement, il a reconnu qu'il avait eu des pressions parce qu'il avait Fait des essayé courriers. de parler pour bébé, bien notamment, sûr, ouais. et qu'on lui a déconseillé fortement, effectivement, de se mêler à cette affaire. Mais pour vous dire à quel point, ça nous a fait sourire. Je reviens sur cette affaire où ils ont été jugés par le tribunal correctionnel à Pointe-à-Pitre, où on a eu le délibéré le 21 mai. J'interjette appel pour les trois, puisque à ce moment-là, je défendais les trois. Monsieur Dufour, Monsieur Laurent et Monsieur Hiron. J'interjette appel. L'affaire est audiencée le 10 septembre. L'affaire est audiencée moins de 4 mois. J'ai un client en février qui était condamné pour une infraction et relaxé pour l'autre. J'attends toujours sa date d'appel. J'ai interjeté appel, je l'attends toujours. Eux, en même pas 4 mois, c'était plié, bouclé. Voilà, on y va. C'est vous dire à quel point c'est une affaire sensible. C'est vraiment sensible. 4 mois, voilà, on passe déjà en appel. Bon, on imagine bien que 2 ans et 9 mois de détention sans procès, c'est vrai que c'est particulier. C'est vrai que c'est particulier. Et moi, j'avais regardé, c'était pour les terroristes, les grands criminels qu'on retenait 3 ans. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que lorsqu'ils ont été mis en examen, la procédure était criminelle. D'accord? Donc, dans le cadre d'une procédure criminelle, vous avez 12 mois. D'accord, que l'on peut avoir renouvelé une première fois avec 6 mois, et on peut encore avoir à nous renouveler. Lorsque M. Noël Dufour passe en juillet, parce qu'il était renouvelé en janvier 2024, d'accord, on a interjeté appel, on est arrivé devant la Chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, et il devait comparaître encore devant le JLD en juillet. En juillet, il me dit, c'est pas la peine, maître, de venir, parce qu'on sait exactement comment ça va se passer. Et lorsqu'il va en juillet, il va pour 2 affaires, bien évidemment. Les 2 juges de liberté de la détention, qui sont pourtant distincts, 2 juges de liberté de la détention qui ont prolongé plusieurs fois avant, lui font comprendre qu'il n'y aura pas de 3e fois. Ces mêmes juges arrivent à comprendre, finissent par comprendre, mais que ça devient lourd, ce dossier. Parce qu'il faut avoir à justifier, en tout cas juridiquement, effectivement, ce nombre de prolongations, surtout que sa dernière audition, c'était en juillet 2023, dans le cadre d'une confrontation pour le dossier des grands frères, et en mars 2023, dans le cadre de l'autre affaire. Donc ça fait 1 an que cet homme est là, on ne l'a pas interrogé. Donc ça commençait à devenir lourd. Alors avant de se quitter... Ouais, parce que je voudrais pas... Oui, ça risque de faire des problèmes. Des problèmes, il doit être à 20h à la maison. Je prends 5 minutes. Attention. Oui, 5 toutes petites minutes, parce que en début d'émission, je demandais par rapport au timing de ta libération, puisqu'on est en pleine émeute en Martinique. Tout à l'heure, ils ont brûlé la gendarmerie du Carbet, par exemple. Ah ouais? Oui. Donc on imagine que dans les heures qui suivent, ça risque de se compliquer, notamment avec la CRS 8. C'est pas mon frère, hein. Il était dans l'avion, il arrivait à 7h30. Hein. Non, mais oui, bon, c'est vrai. On a les billets, hein. Il était déjà ici ce matin. Non. Je dis pas qu'on t'a libéré pour te mélanger dans quelconque affaire. Mais est-ce que tu penses pas que le timing, quand même, n'est pas anodin? Peut-être. Après, comme mon avocat t'a dit, c'est vrai qu'ils étaient dos au mur juridiquement. Limite. Ils étaient dos au mur juridiquement, mais on peut se poser des questions, effectivement. On peut se dire pourquoi maintenant. Et pas prolonger, aller jusqu'aux 3 ans, voire plus. Pourquoi j'ai des heures pour rentrer chez moi sans bracelet? C'est ça qui m'interpelle. Ah, vous n'avez pas de bracelet? J'ai pas de bracelet. Ça veut dire que j'ai une interdiction de sortir de chez moi de 20h à 5h du matin sans bracelet. Ça veut dire que ils peuvent se dire que il va penser que comme il n'a pas de bracelet, il va se laisser aller. Il y aura peut-être la tentation de l'ambiance que tu me décris. Pour vous, on essaie peut-être de vous piéger. C'est pour ça que je demande si le timing... on te gardait loin pour maintenir la paix sociale. Il est revenu, ils se disent peut-être... c'était bien lui. C'était bien lui, le boss, pour se regarder ça. Si quelque chose se redéclenche... Ouais, mais sauf qu'on a dit qu'on le gardait parce qu'il était trop intelligent. Donc, à savoir que ma mère, elle me l'a dit, ma mère elle est tellement, du coup, parano à cause de ça. Elle souhaitait même que je sois envoyé loin. Elle m'a dit, ça serait bien que tu partes 4 mois à Paris. Mais pas ici. Pas rester là, parce que vu l'ambiance, au cas où si, comme ça, toi, t'es pas là. Pour qu'on ne dise pas que c'est toi. Ouais.
Elle est obligée de psychoter un peu dans sa tête, maman. Mais votre maman qui le sentait déjà pas, Oui. qui le sentait déjà pas pendant les manifestations, Oui. mais vous vous êtes engagé effectivement pour défendre la cause guadeloupéenne et effectivement vous en avez payé le prix. Si vous aviez un message pour les militants martiniquais, puisqu'ils sont sur exactement le même schéma que nous étions en 2021. Ben, quand je suis sorti, j'en ai rencontré quelques-uns à ma sortie et je leur ai expliqué que, de toute façon, ils savent, ils connaissent, on connaît, l'histoire se répète. Malheureusement, en fait, on est dans un système où... C'est cyclique. Voilà. Tout se répète, tout ce qui se passe, on l'a déjà vu. Les gens militent pour une bonne cause. Au début, ça se passe bien. Les gens ont l'air de jouer le jeu. Il y a des tables qui se forment. Puis subitement, ça dure dans le temps. Après, on en arrive à un face-à-face où ça dévore. On ne sait pas qui a provoqué qui, mais on sait très bien, en réalité, qui provoque qui, pour que ça déborde et pour qu'après, on nous dise bon, ben, on ne peut rien faire tant qu'on ne rétablit pas l'ordre et on va nous parler de répression, en fait. Et on va oublier l'objectif premier, c'est ce pourquoi ils se battaient. Et là, on va nous parler que de ce qui a brûlé. Voilà. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc là, on n'est même plus sur la question de vie chère. Maintenant, c'est les violences et les exactions. Il faut quand même qu'ils essaient de rester focus. Je ne sais pas comment. Il faut qu'ils restent focus sur ce qu'ils ont dit. En tout cas, je sais qu'ils sont quand même assez intelligents. C'est une nouvelle génération de militants. Elle n'aime pas. Non, mais ce ne sont pas des militants, mais même eux. C'est des militants. Ce sont des militants. Par définition, par définition du dictionnaire, parce qu'on prend parole et parti pour quelque chose qui nous est cher, là, en l'occurrence la vie chère, ça fait de toi, par définition, française. C'est pas grave. Ce sont quand même des militants et c'est une nouvelle génération qui, j'espère, ont pris les leçons. Ils ont bien pris des notes de ce qui s'est passé avant eux. Et je parle pas que de nous, hein, je parle de... Voilà, parce qu'on en a plein d'exemples. Il y a eu d'autres grands frères qui s'appelaient pas les grands frères avant nous. Voilà, c'est tout. Donc, c'est un combat juste. Idéologiquement, je soutiens les frères, même moi, idéologiquement, en réalité, je suis pas pour quémander à quiconque de baisser des prix. Ils ont des prix, on n'a qu'à pas aller chez eux. On doit aller vers une autosuffisance alimentaire, c'est tout. Et c'est possible, j'ai lu des études de gens très sérieux qui en parlent. On peut très bien être dans une autosuffisance alimentaire et de plus dépendre de bateaux qui arrivent. Donc pour vous, et on sera respecté que comme ça. On ne sera pas respecté en allant dire à quiconque, s'il vous plaît, baissez des prix. Pour moi, en fait, c'est ça. Ben, on est sur un marché libéral, moi je le répète tout le temps. Voilà. On ne peut pas imposer. Il n'a pas dit s'il te plaît, est-ce que je peux sortir, c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser. Peut-être. Il a jamais, parce qu'on a parlé de mise en liberté, tout le monde a mélangé, mais on n'a pas fait tant que ça de demande de mise en liberté. Et... On en a fait 2 finalement. Non, en réalité, il y en a eu 5 dans l'affaire des grands frères et une seule dans l'affaire, dans l'autre affaire. Ouais. Donc 6 au total quand même. Oui, pour les 2 affaires. Donc 6 au total. Bon. Un mot pour la Guadeloupe pour finir, rapidement, 2 minutes. Merci déjà à ma famille, à tous qui ont été formidables pendant tout ce temps, à mes avocats, bien sûr. Maître Bourjac, qui a tenu bon malgré les pressions. Elle le dit peut-être pas, mais elle subit des pressions aussi. Et Maître Branco, qui est en métropole, qu'on connaît, qui va faire des détentions au Sénégal. Ah, lui, il est parti dans son Et merci à t'as toute la population qui nous ont soutenus pendant tout ce temps. Et je dis nous, je parle pas que de moi, bien évidemment, tout le monde, puisque en réalité, c'est pas, il faut pas qu'on personnalise une cause. C'est pas ma personne. Il y a bien des problématiques chez nous qu'on doit toujours régler au final. C'est pour ça que quand je suis arrivé ce matin, j'ai dit que c'était pas une victoire, ma libération en réalité, parce qu'on n'avait rien gagné. On n'a rien gagné. Voilà. C'est très pragmatique. En fait. Oui.
Merci beaucoup en tout cas à vous trois d'être venus sur ce plateau pour faire un petit point effectivement sur cette affaire des grands frères et la libération de Noël Dufour qui, je le rappelle, a passé 2 ans et 9 mois, plus de 2 ans et 9 mois en détention provisoire dans le cadre notamment de l'affaire des grands frères où on ne sait pas encore s'il y aura procédure ou non. On attend effectivement de voir. En tout cas, merci et je vous laisse y aller puisque effectivement l'heure est bientôt arrivée. Merci encore. Merci à vous. À bientôt.